Merci pour l'invitation. Je vais prendre la suite de Marie, qui a déjà parlé d'inclusion, d'accessibilité. Et avant de commencer, je dois préciser qu'avant de faire de la recherche, j'ai un parcours de 15 ans comme enseignant spécialisé. Et finalement, je voulais partager avec vous un souvenir professionnel lié au premier poste que j'ai pu occuper. Dans les années 2005, j'avais mon premier poste d'enseignant dans un établissement médico-social dans un petit village de l'Est de la France. Et le souvenir que j'ai de cette époque, c'est de travailler dans cet établissement avec un groupe d'une dizaine d'élèves. On avait notre salle de classe au premier étage d'un vieux bâtiment du village. Et depuis les fenêtres de la salle de classe, on voyait la cour de l'école primaire, on voyait l'école primaire de l'autre côté de la rue, mais sans jamais, pendant 5 années, partager de projets communs ou avoir d'interaction avec les élèves de cette école. Donc ces questions professionnelles, à l'époque, en tant qu'enseignant, étaient de chercher à comprendre finalement d'où venait ce fonctionnement séparé, ce qu'il permettait, quelles pouvaient être ses limites. Et quelques années plus tard, et ça fait écho avec les mots introductifs, j'ai un chef d'établissement qui me demande de ne plus parler d'intégration, mais de parler d'inclusion. Alors, pour moi, en tant qu'enseignant, j'ai cherché à comprendre finalement ce que ce changement de vocabulaire voulait dire. Et depuis 10 ans, j'ai la chance d'avoir pu faire bouger ces questions professionnelles d'enseignants en questions de recherche. Et je m'intéresse maintenant à la question de l'éducation inclusive. Je travaille à l'INSEI, c'est l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive. Et j'essaye de comprendre finalement ce que l'on peut mettre derrière pratique inclusive, derrière pratique d'enseignement inclusive. J'utilise volontiers l'expression éducation inclusive pour la distinguer de la notion d'école inclusive. Pour moi, l'éducation inclusive, elle renvoie à la fois aux engagements internationaux que Marie a présentés, comme la Convention relative aux droits des personnes handicapées, avec cette idée d'accessibilité, mais pas uniquement d'accessibilité physique, d'accessibilité aux services offerts par l'école, à la question de la participation sociale, mais également à des définitions, à des concepts qui viennent de la recherche en termes d'accessibilité pédagogique ou d'accessibilité didactique. Donc, quand je distingue éducation inclusive et école inclusive, c'est pour bien mettre en évidence que l'école inclusive, pour moi, ça correspond au nom d'une politique publique en France, la politique publique de l'école inclusive, et d'essayer de voir finalement comment la mise en œuvre de cette politique publique, est-ce qu'elle répond aux exigences, aux enjeux d'accessibilité, est-ce qu'elle répond aux enjeux de participation sociale. Et je pense que ça fait écho avec certains objectifs de l'association en termes d'accès aux droits, d'accès à la formation. Alors, aujourd'hui, si on s'intéresse à la scolarisation des élèves aveugles, des élèves malvoyants, on pourrait parler de 3 grandes modalités de formation, de scolarisation. Pardon. En France, si on prend des données un petit peu statistiques, ça concerne 6 000 élèves. 5 500 d'entre eux vont être scolarisés en milieu ordinaire. Une grande partie, 5 000, en classe ordinaire, à temps plein, et majoritairement avec l'appui ou l'accompagnement d'un ou d'une AESH. 500 vont bénéficier d'un dispositif Ulysse. C'est des dispositifs qui permettent d'alterner dans la journée, dans la semaine, entre la classe ordinaire et le lieu spécialisé. Et 500 d'entre eux vont être scolarisés au sein d'un établissement médico-social. Donc, assez brièvement, je vais vous donner quelques exemples de travaux de recherche qui sont menés dans ces 3 contextes pour montrer peut-être la réalité de la scolarisation dans ces 3 contextes. Si on parle tout d'abord de la modalité la plus fréquente, celle de la scolarisation en milieu ordinaire avec l'accompagnement par une ou un AESH, on pourrait penser qu'il suffit d'être accompagné pour prendre sa place d'élève au sein de la classe. On se rend compte que dans de nombreux travaux, à la fois en France et à l'international, cet accompagnement humain, il peut également générer des obstacles supplémentaires. Il peut générer des obstacles, par exemple, en termes d'attention, où je parle de superposition des discours. Imaginons que l'enseignant donne une consigne pendant que l'accompagnant parle en même temps à l'élève accompagné. Qui doit-il écouter ? On a pu mettre en évidence dans des travaux également des gestes d'accompagnement qui visaient à faire à la place de l'élève ou alors à donner des techniques erronées. L'idée n'est pas d'accabler les personnels, mais plutôt de montrer la complexité de ce travail à 2 au sein de l'espace classe, car dans de nombreuses situations,
on va trouver plusieurs professionnels au sein de l'espace classe. Ça peut être enseignant AESH, ça peut être enseignant-éducateur ou enseignant spécialisé. Donc ça correspond à la modalité peut-être la plus fréquente de scolarisation que l'on trouve actuellement. Je me suis également intéressé à ces dispositifs ULIS, ces unités localisées pour l'inclusion scolaire, qui permettent à des élèves de à la fois avoir des temps au sein de la classe ordinaire, leur classe de référence, et des temps au sein de ce lieu spécialisé avec un enseignant spécialisé. Du point de vue des méthodes que j'utilise, je cherche à filmer des situations ordinaires et à pouvoir travailler ensuite sur ces vidéos, c'est-à-dire concrètement suivre l'ensemble des séances d'un chapitre de mathématiques dans la classe de mathématiques, mais également les temps d'aide qui sont proposés au sein du lieu spécialisé. Je vous donne un exemple avec un binôme, avec une enseignante de mathématiques et une enseignante spécialisée qui cherchent justement à articuler leurs actions pour faciliter l'apprentissage, et dans ce cas-là, c'était l'apprentissage des fractions en classe de 6e. Lorsque l'on interroge l'élève qui bénéficie du dispositif, elle va nous dire finalement, les fractions que je fais dans la classe de mathématiques, ce n'est pas les mêmes que celles que je fais dans le lieu spécialisé. Pourquoi ? Parce que dans la classe de mathématiques, l'enseignante, elle va travailler plutôt sur la question du nombre, la fraction qui représente un quotient, elle va demander de placer des fractions sur des demi-droites graduées. Et dans le lieu spécialisé, on a plutôt travaillé sur le partage. Partager un disque, partager une part de pizza. Donc malgré la bonne volonté du binôme de travailler ensemble, on voit bien que l'aide perçue n'est pas perçue effectivement par l'élève. Alors actuellement, avec d'autres collègues de l'INSEI, on travaille plus spécifiquement sur les dispositifs ULIS pour les troubles des fonctions visuelles. Et dans les premières analyses de données que l'on fait, on voit des différences entre les fonctionnements des ULIS à l'école et celles dans le second degré. Ça signifie que derrière un même dispositif qui relève de la politique en faveur de l'école inclusive, on va avoir des réalités et des vécus scolaires qui sont différents. La dernière modalité de scolarisation que l'on étudie avec des collègues, c'est cette question de la dynamique d'externalisation. Vous avez, dans vos mots introductifs, parlé d'expériences de scolarisation au sein d'établissements de l'INJA, il me semble, d'établissements spécialisés. De plus en plus de ces établissements, il va y avoir une dynamique d'externalisation, c'est-à-dire de pouvoir rejoindre avec certains élèves l'école primaire, par exemple, à proximité. Alors lorsque l'on étudie cette dynamique d'externalisation, on se rend compte que la réalité, le vécu scolaire n'est pas forcément à la hauteur des attentes que l'on pourrait avoir. Concrètement, il ne suffit pas de rejoindre les murs de l'école pour garantir des interactions avec les autres élèves, des temps de scolarisation avec des autres élèves, et l'on pourrait, derrière cette dynamique, recréer des situations d'exclusion ou de ségrégation. Alors, les quelques exemples de travaux que je vous ai présentés peuvent s'inscrire en quelque part dans une approche critique finalement de cette politique de l'école inclusive, avec cette idée de mesurer les écarts entre la politique mise en œuvre et les enjeux d'accessibilité que l'on est en droit d'avoir actuellement. Ce que je souhaiterais dire pour terminer, c'est qu'il ne suffit pas de rajouter le qualificatif inclusif pour que les situations vécues garantissent l'accessibilité d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue didactique et la participation sociale, c'est-à-dire de prendre sa place en tant qu'élève au sein d'un collectif et au sein de la classe. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi en tant que chercheur, ce n'est pas uniquement de pointer les écarts ou les dysfonctionnements, mais c'est un changement de posture avec l'idée de pouvoir travailler avec les enseignants, de travailler avec les équipes pour construire des séquences, des séances qui soient dès le départ accessibles pour l'ensemble des élèves. Sur le domaine qui m'intéresse plus particulièrement, et j'ai oublié de l'indiquer, ce que sont les mathématiques. Je vous remercie.